Wally Adams lui ouvre lui-même la porte, l'inspecteur Mike Vegas ne peut s'empêcher d'être surpris. Il n'y a pourtant rien d'étonnant à ce que Adams ressemble trait pour trait à l'Adams qu'il a vu bien souvent sur son écran de télévision. « Bonjour, inspecteur », dit le célèbre présentateur. « Je suis navré de vous avoir dérangé, mais je crois que c'est important. Entrez donc. »« Merci », fait Mike en s'asseyant dans un fauteuil de cuir près du bureau. « Vous m'avez bien parlé d'une lettre, monsieur Adams, n'est-ce pas? Quel genre de lettre? Une lettre de menace? » Non, pas du tout. Peut-être l'œuvre d'un farceur, mais quelque chose me dit que c'est sérieux. « Puis-je voir cette lettre? » demande Mike. Adams sort de sa poche une feuille pliée en 4. Connaissez-vous le principe de notre émission, inspecteur? Sinon, cette histoire vous paraîtra complètement farfelue. Il m'arrive de regarder ce programme, dit Mike. Une sorte de jeu des portraits, non? Exactement. Nous faisons venir des gens dont on a parlé récemment dans l'actualité et nous leur demandons de porter un masque. Un jury doit deviner de qui il s'agit et trouver les raisons pour lesquelles il ou elle a reçu les honneurs de la presse. Tantôt nous choisissons nous-mêmes nos candidats, tantôt ils nous écrivent directement. C'est ce qu'a fait ce type. Mais tenez, lisez donc sa lettre. Mike déplie la feuille. L'écriture est petite et précise. Cher monsieur Adams, depuis quelque temps, je regarde votre émission et j'ai pensé que ma candidature pourrait vous intéresser. Pour des raisons qui vous paraîtront évidentes, je préfère ne pas vous donner de renseignements trop détaillés. Sachez simplement que j'ai fait quelque chose de suffisamment sensationnel pour passionner vos jurés et votre public. Je suis un meurtrier. J'imagine que vous devez recevoir des milliers de lettres de farceurs. Pourtant, je peux vous assurer que je suis parfaitement sain d'esprit et que je n'ai rien d'un mythomane. Je suis coupable d'un meurtre prémédité et tout disposé à reconnaître les faits au cours de votre émission, puis à me livrer à la police. Mais je ne me dénoncerai jamais si je ne peux le faire de la manière décrite plus haut. Vous avez donc là une belle occasion de veiller à ce que justice soit faite. Vu sous cet angle, la question devrait vous séduire. Vous pourrez me joindre à la poste restante du 3e district sous le pseudonyme de John Rice. Inutile, bien sûr, d'essayer de me tendre un piège, sinon je nierai tout en bloc. Suivait une banale formule de politesse et la signature John Rice. Drôle de proposition, fait l'inspecteur une fois sa lecture terminée. Qu'en pensent vos producteurs, monsieur Adams? Le présentateur a un sourire ironique. Je ne vous cacherai pas qu'il pense surtout à la formidable publicité que pourrait nous valoir ce John Rice. Mais comme nous craignons quand même un retour de bâton, nous avons préféré demander l'avis de la police. Vous avez bien fait, dit Mike. Mieux vaut être prudent. Ce type a peut-être vraiment tué quelqu'un et dans ce cas, c'est sans doute la seule manière pour nous de lui mettre la main au collet. Le regard bleu de Wally Adams pétille d'intérêt. Alors, vous pensez que je dois le faire venir à mon émission? C'est probablement la seule chose à faire, monsieur Adams. Mais je ne peux pas prendre moi-même une telle responsabilité. Il faut que j'en réfère d'abord au district attorney. Une semaine plus tard, Mike Vegas est de retour dans le bureau de Wally Adams. Le présentateur a du mal à dissimuler son impatience. « Alors, demande-t-il à peine la porte refermée, que pense le district attorney de cette histoire ?» Mike Vegas s'éclaircit la gorge. « Eh bien, disons qu'il est d'accord jusqu'à un certain point. Il voudrait que vous écriviez à ce John Rice pour l'informer que sa candidature vous intéresse et lui demander de passer d'abord vous voir à votre bureau. En privé, bien sûr. » Je comprends, fait Adams.
Mais l'inconvénient, c'est qu'il risque de flairer le piège. Il n'a pas l'air tellement facile à berner. Nous y avons pensé aussi, dit Mike. Mais ce type semble tenir tellement à passer dans votre émission qu'il acceptera peut-être. Wally Adams a l'air déçu d'un enfant à qui on vient de refuser un jouet longtemps convoité. Mais il retrouve vite sa jovialité. Entendu, inspecteur. À partir de maintenant, c'est vous le maître du jeu. 4 jours plus tard, Mike reprend le chemin des studios de la télévision. Adams a reçu une réponse du mystérieux John Rice. Une réponse qui n'a rien de surprenant. L'homme est effectivement trop malin pour tomber dans le piège. Il a refusé l'entrevue courtoisement mais fermement. Ses conditions sont claires. Il se présentera au studio juste avant l'émission ou pas du tout. Qu'en pensent vos producteurs, Monsieur Adams? Demande Mike d'un air songeur. Sont-ils toujours disposés à jouer le jeu? Adams hausse les épaules. Si la police est d'accord, nous le sommes aussi. Eh ben, tant mieux, fait Mike d'une voix lugubre. Alors, il ne me reste plus qu'à obtenir l'autorisation officielle du district attorney. Mais avez-vous bien réfléchi, Monsieur Adams? Vous risquez d'avoir dans votre émission un dangereux maniaque assis juste à côté de vous. Il y aurait de quoi rendre nerveux n'importe qui, non? Est-ce que j'ai l'air nerveux? Demande Adams avec ce fameux grand sourire qui a fait de lui l'un des présentateurs les plus populaires du pays. Wally Adams risque pourtant de le perdre, son fameux grand sourire. Mais laissons-lui encore quelques moments de répit. Assis dans la salle de contrôle, Mike Vegas voit une douzaine de Wally Adams bondir sur une douzaine d'écrans. Avant l'émission, Adams se livre à ses bouffonneries habituelles pour réchauffer le public et, comme toujours, il y réussit à merveille. La salle se tord littéralement de rire. Pour combien de temps? Se demande Mike, qui a remarqué dans la foule 6 visages graves, ceux des détectives installés au point névralgique, prêts à intervenir. 2 autres détectives sont restés dans les coulisses. Adams, assis face au jury, n'a pas l'air troublé le moins du monde par l'idée d'une catastrophe possible. Il fait les présentations avec la plus parfaite décontraction. Le premier invité mystère fait son apparition, le visage couvert d'un masque noir avec 2 trous pour les yeux. C'est une femme d'âge mûr, aux cheveux blancs et à la voix de grand-mère. Les questions fusent de tous côtés et les jurés viennent sans trop de mal à bout de la première énigme. La candidate a gagné à un concours de chasse au sanglier en Louisiane la semaine précédente. C'est là son exploit. Le deuxième invité vient de faire son entrée sur le plateau lorsqu'un des détectives pénètre dans la salle de contrôle. « Que se passe-t-il » demande Mike. « Notre ami est arrivé. » « Oui, il est ici, » dit l'homme à voix basse. « Il a apporté son propre masque et il ne veut parler à personne d'autre qu'à Adams. »« Évitez surtout de l'inquiéter, » dit Mike. « J'irai dans les coulisses quand il passera dans l'émission, pas avant. »« Très bien, » dit le détective avant de ressortir. Mike s'efforce de s'intéresser aux énigmes suivantes, mais il a l'esprit ailleurs. Il est carrément nerveux quand Wally Adams annonce le dernier invité. « Mesdames et messieurs, » commence le présentateur d'une voix parfaitement naturelle, « le candidat que vous allez voir maintenant est un personnage assez insolite. J'ignore son nom. Les producteurs et les annonceurs de cette émission aussi. Mais ce que nous savons, c'est que son secret est le plus étrange et le plus pathétique qu'il vous ait été proposé de découvrir dans ce programme. » Il a un signe de tête en direction des coulisses et ajoute « Faites entrer notre Monsieur X !» Mike retient son souffle. L'homme qui pénètre sur le plateau est de petite taille. Des mèches de cheveux roux dépassent de son masque. Il porte un costume banal de couleur terne. Visiblement, il est en pleine possession de ses moyens.
Il y a un petit temps de silence. Le préambule de Willie Adams a manifestement dérouté la salle. L'un des jurés finit pourtant par prendre son courage à deux mains et poser la première question. Êtes-vous certain de ne pas être le commanditaire de cette émission? Un rire étouffé, presque timide, parcourt le public. Non, répond M. X d'une voix placide. Un peu plus détendu, les autres jurés enchaînent rapidement leurs questions. Ce que vous avez fait est-il vraiment exceptionnel? Dans un sens, oui. Bien que d'autres gens aient déjà accompli des actes analogues. Mike jurerait que sous son masque, l'homme est en train de sourire. Ça nous aiderait-il de connaître votre profession? Non, je ne le pense pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre mêlé à cette affaire? Monsieur X hésite et se penche vers Wally Adams pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Oui, fait Adams. Mais Monsieur X ne pense pas qu'il vous serait utile de connaître l'identité de cette personne. S'agit-il de quelque chose que vous avez fait avec quelqu'un ou contre quelqu'un? Oui, je dirais que c'est plutôt ça, répond Monsieur X, très désinvolte. Avez-vous touché cette personne d'une manière ou d'une autre? Non, je ne peux pas dire que je l'ai touché. Alors il ne s'agit pas de quelque chose de physique? Si. Ça n'était tout de même pas un acte télécommandé? Si, fait Monsieur X avec un ricanement sec. C'est exactement cela. Les questions se bousculent maintenant à un tel rythme qu'Adams a du mal à les canaliser. La sueur perle sur son visage, sur celui de Mike Vegas aussi. En revanche, le candidat, lui, a l'air parfaitement à l'aise. La question suivante fait sursauter l'inspecteur. Pouvons-nous savoir quand vous avez fait cette chose, Monsieur X? La réponse fait sursauter Mike encore plus fort. Certainement. C'est arrivé ce soir. Vous voulez dire que vous avez fait cette chose avant l'émission? Non. Pendant l'émission, il y a quelques minutes à peine. Mike bondit vers les coulisses. Tout en courant, il continue d'entendre les questions. Vous voulez dire que nous vous avons vu faire cette chose? Non. Personne ne vous a vu? Pas même la personne mêlée à cette affaire? Non. Pas même elle. Alors il s'agit d'une femme? Oui. En effet. Mais ça n'a pas d'importance en soi. S'agit-il de votre femme? Oui. En effet. Wally Adams est au bord de la crise de nerfs. Il jette un coup d'œil affolé à la pendule et dit d'une voix crispée « Je crains que nous n'ayons pas le temps de terminer. Je propose que Monsieur X retire son masque et nous dise maintenant son secret. » L'homme révèle alors à la foule un visage des plus quelconques, des plus insignifiants. À part ses cheveux roux, tout en lui est terne, presque incolore. « Je m'appelle Harold Flaxer, » dit-il fièrement. « Il y a 2 minutes environ, j'ai tué ma femme, Annie Flaxer. » Des dizaines de bouches s'ouvrent toutes grandes tandis que Wally Adams se saisit du micro à 2 mains. « Monsieur Flaxer a accepté de se livrer à la police et de faire des aveux complets, » dit-il d'une voix saccadée. L'idée vient entièrement de lui et nous avons agi en pleine collaboration avec la police. Parmi les spectateurs se trouvent des représentants de la force publique prêts à emmener M. Flaxer en prison. Attendez, fait Flaxer en levant la main avec un sourire sinistre. Je suis sûr que tout le monde voudra savoir pourquoi j'ai tué Annie et surtout comment. Le pourquoi est simple. Ma femme n'a jamais été très intelligente. Au début de notre mariage, cela n'avait pas grande importance. Elle était jeune et jolie. Mais le temps a passé, dissipant ses charmes,
émoussant encore davantage son intelligence. Alors, la télévision, cette chère télévision est devenue son unique raison de vivre. Nuit et jour, elle restait assise devant l'écran, l'œil vide. Avant de poursuivre, Flaxer se retourne vers Adams avec un drôle de sourire. Ce qu'elle aimait surtout, c'était votre spectacle, Monsieur Adams. Je ne crois pas que vous ayez jamais eu une admiratrice aussi dévouée, Monsieur Adams. Elle se sauvait même de la maison pour venir vous voir en personne. Mais j'ai fini par le lui interdire. Alors, elle a dû se contenter de vous regarder sur le petit écran. Comme je savais qu'elle vous regarderait ce soir, j'ai tout simplement branché une bombe à retardement sous son fauteuil favori. Cette bombe a dû exploser il y a 10 minutes environ. Je le sais, j'étais expert en explosifs dans l'armée. Flaxer se lève. Maintenant, je suis prêt, dit-il tranquillement. Dans les coulisses, Mike Vegas accueille sa proie, la rage au cœur. Ainsi, vous n'étiez pas encore un meurtrier quand vous avez écrit votre lettre, gronde-t-il. Vous attendiez ce soir? En tout cas, je suis un meurtrier maintenant, répond Flaxer avec hauteur. Peu importe le reste. Mike a bien envie d'écraser son poing sur la figure du bonhomme, mais il se retient de justesse et demande sèchement. Votre adresse, vite! 34e rue, numéro 127, dit Flaxer, toujours aussi calme. Mike confie son prisonnier à un détective et se jette sur le téléphone. Allô? Allô, brigadier de service? Ici, l'inspecteur Vegas, de la brigade criminelle. Est-ce qu'il y a eu une explosion dans votre quartier du côté de la 34e rue? Oui, inspecteur, c'est vrai. On vient d'entendre un bruit d'enfer. J'allais justement envoyer quelqu'un sur les lieux. Alors faites vite, brigadier. Il y a une femme à l'intérieur. Wally Adams, les cheveux en désordre, la cravate de travers, entre en trombe dans les coulisses. Inspecteur Vegas, attendez une minute. Mike l'interrompt d'un geste. Plus tard, monsieur Adams. Il faut que je file tout de suite. Je peux vous accompagner? Demande le présentateur. Mike hésite un instant, puis dit... Pourquoi pas, hein? Après tout, vous êtes mêlé à cette histoire depuis le début. Alors venez par ici, dit Adams en prenant Mike par le coude. Nous serons plus vite dehors. Ils sortent par une porte dérobée, mais pas secrète. 5 femmes attendent derrière le battant et se mettent à piailler de concert en apercevant leur idole. Adams fait de son mieux pour se dérober, mais l'une d'entre elles, une petite brune frisée, le poursuit, brandissant un carnet d'autographes. Adams hausse les épaules avec un geste d'excuse à l'adresse de Vegas et sort son stylo. « J'ai toujours été une de vos admiratrices, monsieur Adams !» fait la femme d'une voix suraiguë. « Voulez-vous écrire quelque chose de très personnel, par exemple, pour Annie, avec mes amitiés ?» Mike a un violent sursaut. « Qu'est-ce que vous avez dit? Mademoiselle qui? » La femme lève vers lui un regard apeuré. « Annie? Annie Flaxer? Et ça n'est pas mademoiselle, mais madame. » Adams et l'inspecteur échangent un coup d'œil, ahuri. « Depuis combien de temps êtes-vous ici? » demande Mike. « Depuis le début de l'émission, comme mon mari était sorti ce soir, j'ai voulu tenter ma chance. Seulement, je n'avais pas de billet, alors on m'a pas laissé entrer. » Soudain, Adams se met à rire, à rire, à rire. Il a l'impression qu'il ne pourra plus jamais s'arrêter de rire. « Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de si drôle, » fait Annie vexée. « Je suis vraiment une de vos fans, monsieur Adams. »« Madame !» dit le présentateur en passant un bras autour des épaules de la petite femme brune. « Madame, je vous jure que vous ne regretterez jamais d'être venue, même si on ne vous a pas laissé entrer. »
L'an dernier, nous étions encore tous présents pour le banquet annuel du club à l'hôtel Savoy. Mais aujourd'hui, sur les 11 chaises qui entourent la grande table de ce salon privé, 8 sont restées vides. Terwilliger est mort d'une crise cardiaque il y a un peu plus de 8 mois. Quant aux 7 autres, ils ont été assassinés. Enfin, pour 3 d'entre eux, j'en suis parfaitement sûr. Mais pour cause, c'est moi qui les ai tués. J'aurais d'ailleurs supprimé également les 4 derniers si on ne m'avait, pour ainsi dire, ôté le pain de la bouche. Nous sommes donc 3 rescapés. Albert Florian, Bill Evans et moi. Ça fait encore 2 trop. Car le dernier qui restera héritera d'une bouteille de champagne plus la bagatelle d'1 million de dollars. Oh, c'est une vieille histoire. En 1946, nous étions 11 officiers sur le croiseur Spokane. Notre service s'achevait et pour fêter cela, nous avons organisé une soirée d'adieu. Au petit matin, le Bourbon nous avait rendus mélancoliques. Alors nous avons pris la décision de nous revoir tous les ans au cours d'un banquet. Nous avons appelé notre club l'Association du dernier survivant. En effet, celui qui survivrait à ses camarades viendrait une dernière fois à l'hôtel Savoy pour boire une bouteille de champagne à leur santé. Il y a eu ainsi 20 anniversaires. Chacun d'entre nous semblait se porter comme un charme jusqu'au jour où Terwilliger est mort. Un farceur celui-là. Comme il n'avait ni femme ni enfant, il décida de léguer toute sa fortune au club du dernier survivant. Depuis cet instant, mes camarades ont commencé à tomber comme des mouches. Car ça n'était plus seulement une bouteille de champagne qui était en jeu, mais aussi l'immense fortune de Terwilliger, environ 1 million de dollars. Je n'ai jamais été très travailleur, mais là, j'avoue que j'ai retroussé mes manches. Ma première victime a été Carson. J'ai saboté les freins de sa voiture. Il conduisait si imprudemment que personne n'a eu le moindre soupçon. Le second de ma liste a été Scheller. Pour lui, je me suis servi d'un vieux truc que j'avais vu au cinéma. Je l'ai assommé, installé dans sa baignoire et après lui avoir fait couler un bon bain, j'ai jeté dedans son appareil radio. Électrocuté. Enfin, pour Hendrix, j'avoue que j'ai manqué d'imagination. J'ai réglé ça en lui flanquant une balle dans la tête. Mais heureusement, dans la vie, les policiers manquent parfois de conscience professionnelle. Ils ont conclu au suicide et sont allés se coucher. C'est alors que quelqu'un d'autre a pris le relais. Pour être franc, cet inconnu s'est montré plus brillant et surtout plus rapide que moi. En moins de 15 jours, Wentworth, Cambridge, Endicott et Wagner sont partis pour l'autre monde. Un vrai voyage organisé. Wentworth s'est fait mordre par une vipère dans les montagnes rocheuses. Cambridge est tombé d'une échelle en repeignant sa maison. Pour Endicott, c'est plus cocasse. Une noix de coco tombant d'un arbre lui a fracassé le crâne sur une plage mexicaine. Enfin, Wagner s'est sobrement tiré une balle dans le cœur. Là, je remarque quand même que mon rival a manqué d'imagination, comme moi, avec Hendrix. En revanche, l'inconnu s'est montré plus méticuleux. Son suicidé, à lui, a laissé un mot d'adieu sur son bureau. Donc, aujourd'hui, nous sommes 3 rescapés autour de la table. Je regarde Evans, puis Florian. Florian, puis Evans. Lequel des deux a eu la même idée que moi? Lequel des deux est prêt à tuer 10 personnes pour $1 million? Soudain,
Evans se lève et agite une clochette. Florian et moi, nous nous levons à notre tour. Chaque banquet du club débute rituellement par un serment. Nous jurons de soutenir chaque membre de cette association comme la corde soutient le pendu. Déclarons-nous en chœur et au garde à vous. Après cette brève profession de foi, nous nous rasseyons. C'est Wentworth, l'un des disparus, qui a inventé ce serment. Il l'a trouvé amusant. Avec le recul, effectivement, cette plaisanterie prend un sens particulièrement savoureux. Mes amis, commence Florian, mes très chers amis, pourquoi nous voiler la face? L'un de nous trois est un assassin. L'un de nous trois a tué 7 fois pour s'accaparer la fortune de Terwilliger. Et ce monstre risque de frapper à nouveau implacablement. Alors, je vous pose solennellement la question. Qui, mes amis, qui de nous trois est le tueur? Pour régler cette affaire dans l'honneur, j'ai apporté ceci avec moi. Il fouille dans sa poche et jette un revolver sur la table. Comme ça, poursuit-il, l'assassin mettra fin à ses jours dignement. Il ne sera pas dénoncé par les 2 survivants. Un silence gêné suit cette ridicule tirade. Florian a toujours aimé en faire des tonnes et des tonnes. Après tout, c'est peut-être lui, mon rival. La vipère dans les Rocheuses, ça lui ressemble assez. Calme-toi, Florian, dit Evans en repoussant le revolver de la main. Après tout, ce sont peut-être des morts naturelles. Ça semblerait assez bizarre, j'en conviens, mais il ne faut exclure aucune possibilité. Je reconnais bien là, mon Evans. Dans le civil, c'est un grand mathématicien. Ne rien laisser au hasard, c'est un principe cher aux scientifiques, mais c'est aussi la règle d'or des bons criminels. Alors, est-ce lui? Est-ce lui qui a tué les 4 derniers de la liste? Des morts naturelles? S'exclame Florian en levant les bras au ciel. Vraiment, mon vieux, tu es d'un optimisme désarmant. Je ne suis pas optimiste, réplique sèchement Evans. Je suis logique. Nous ne devons laisser de côté aucune hypothèse, aussi absurde semble-t-elle. Bon, dis-je pour les réconcilier. Il n'est pas prouvé que ce sont des assassinats, mais ça semble quand même très probable. Dans ce cas, lequel de nous 3 a tué nos 7 camarades? Étudions le mobile de ces meurtres. À l'évidence, c'est l'argent. Ça reste à prouver, dit Evans. Tu as une autre explication? Demande Florian. Non, mais nous ne devons exclure aucune... Juste ciel! S'écrie Florian. Si nous t'écoutons, nous resterons parfaitement logiques, mais nous n'avancerons pas d'un pouce. Admettons donc qu'il s'agisse d'une série de crimes crapuleux. On peut en déduire que le coupable a des problèmes d'argent. Or, mes bons amis, je vous signale tout de suite que ce n'est pas mon cas. Je possède, outre mes rentes, un appartement sur Central Park, une villa dans le Vermont, plus 3 petits pieds-à-terre, l'un sur la Côte d'Azur pour l'été, le second à Paris pour l'hiver, et le 3e à Venise pour le plaisir. Avec quelle petite moue délicate il a dit ça. Ce Florian est un horrible snob. J'aurais dû le tuer plus tôt. Enfin, à l'évidence, il ne semble pas être dans le besoin. Écoutons donc ce qu'a répondu Evans. Il toussote et sort un papier de sa poche. Je me doutais de la tournure que prendrait cette réunion. Aussi, pour que les choses soient claires, j'ai préféré apporter le dernier relevé de mon compte à la National Bank. Si vous voulez bien jeter un petit coup d'œil, messieurs... Ah, est-ce que tu peux être vulgaire? S'emporte Florian. Dis-nous simplement combien tu as et nous te croirons sur parole. Soit. Je possède 400 000 $. Bon. C'est mon tour maintenant. Les 2 compères se sont tournés vers moi. Allez, vas-y, John, vas-y. Prépare-toi à mentir.
Espérons que je ne vais pas me mettre à rougir comme quand j'étais gamin. Pour ma part, j'ai 500 actions à la National Oil Company. Le cours d'hier était de 1200 $. Je vous laisse faire la multiplication. Un silence suit mes paroles. Ouf, ils n'y ont vu que du feu. D'ailleurs, ça n'est qu'un demi-mensonge. Je possédais ces actions, mais je les ai perdues au jeu il y a quelques mois. La roulette pousse certains hommes au suicide. Moi, elle m'a ouvert le chemin du meurtre. Bon, dit Florian. Nous voilà revenus à la case départ. Nous sommes riches tous les trois, à moins que l'un d'entre nous ne mente. En fait, nous sommes deux à mentir, mon cher Florian, me dis-je tout bas. Moi et celui qui a pris le relais de mes meurtres. De toute manière, soupire Evans, nous n'avons aucun moyen de démasquer le menteur. Et ça, c'est très, très ennuyeux, car l'assassin n'a pas fini son travail. Pour remporter la fortune de Terwilliger, il lui faut encore tuer ses 2 derniers camarades. Tu veux dire que nous devons nous tenir constamment sur nos gardes? Que nous devons constamment craindre à chaque instant d'être assassinés? Évidemment, Florian, reprend l'autre. C'est simple, il y a parmi nous un tueur et 2 victimes en puissance. Je lève timidement le doigt pour proposer une solution. Florian tend la main vers moi pour me donner la parole. Nous pouvons dissoudre le club d'un commun accord et partager la fortune de Terwilliger. Ça mettrait fin à l'hécatombe. Zut, j'aurais jamais dû proposer ça. Florian et Evans tournent vers moi des regards inquisiteurs. C'est impossible, dit Florian. Seule la mort de 2 d'entre nous peut dissoudre le club. Nos statuts sont inviolables. Mais au fait, John, tu n'as pas fait d'études à Oxford, n'est-ce pas? Non. Pourquoi me demandes-tu ça? Pour rien. Non, simplement, je me disais qu'un membre d'Oxford n'aurait jamais eu le mauvais goût de tuer pour de l'argent. Pas vrai, Evans? Ce dernier hoche vigoureusement la tête en me scrutant de plus belle. Il a fréquenté les plus belles universités, lui aussi. Je sens de petites gouttes de sueur me chatouiller le front. En m'efforçant de sourire, je m'écrie « Allons, vous n'êtes que 2 vieux snobs. M'accuser parce que je n'ai pas posé mes fesses sur les bancs d'Oxford, en voilà un argument sérieux. » Evans baisse les yeux, honteux d'avoir oublié un instant son implacable logique scientifique. Puis tout à coup, son visage s'illumine. Un rictus joyeux agite ses lèvres. On dirait qu'il vient de découvrir un théorème. « Mes amis, inutile de chercher plus longtemps, » déclare-t-il. « Quel que soit l'assassin, il ne fera plus de victimes. Ça, je peux vous le certifier. » Vous avez un instant pour découvrir quelle idée tordue vient de traverser le cerveau brumeux d'Evans. Nous fixons Evans, étonné par son étrange assurance. Lui sourit sans rien dire. Comme un bon professeur, il aimerait que nous trouvions nous-mêmes l'explication de sa phrase. « Allez, accouche !» s'écrie Florian, oubliant un instant ses bonnes manières. « Voyons, c'est simple, » dit Evans en se penchant vers nous. « Si l'assassin tue encore l'un d'entre nous, il n'y aura plus qu'une seule victime, et celle-ci saura donc qui est le tueur. Je vais vous expliquer avec un exemple. Mettons que je sois le criminel. Alors c'est toi !» souffle Florian en repoussant brutalement sa chaise. « Mais non! Je t'ai dit que c'était une supposition. » Donc, supposons que je sois le tueur. Et ce soir, je me débarrasse de toi, Florian. Quelle sera la réaction de notre cher John? Eh bien, puisqu'il est innocent, il aura la preuve que c'est moi le coupable. Et il ira de ce pas me dénoncer à la police. Voilà pourquoi nous pouvons dormir tranquilles, mes amis. Le tueur est maintenant neutralisé grâce à la plus belle des armes, la logique.
Après ce petit monologue d'Evans, l'ambiance se détend. Nous pouvons enfin parler du bon vieux temps, des copains disparus et autres fadaises. J'ai du mal à suivre les plaisanteries de mes camarades, car je l'avoue, j'ai l'esprit ailleurs. Je me demande ce que je vais faire maintenant. Et tout à coup, il me vient une idée magique. Puisque l'un de mes deux compères est innocent, il faut que je le tue en premier. Ensuite, l'autre, celui qui a supprimé 4 personnes, ne pourra pas me dénoncer. Ce sera comme un duel entre lui et moi. Et je suis sûr que j'aurai le dernier mot. Nous nous séparons en chantant « Ce n'est qu'un au revoir » et bientôt, je regagne mon hôtel. Evans aussi est à l'hôtel, mais lui, il est descendu dans le plus chic de New York, le Waldorf Astoria. Quant à Florian, il a dû rejoindre son appartement sur Central Park. Lequel des deux est la victime? Lequel des deux est l'assassin? Ces questions m'empêchent de trouver le sommeil. Evans est au Waldorf Astoria. Mais oui, voilà. Voilà la solution. Je me lève brusquement et je me précipite sur l'annuaire du téléphone. Mais ça y est, j'y suis. Waldorf Astoria. Je décroche le combiné. Je connais le Waldorf. J'y ai habité au temps de ma gloire. On n'y trouve pas de chambre à moins de $100. Si Evans est là-bas, pas de doute, il est plein aux as. En revanche, s'il a menti, c'est lui, mon rival. Oui, allô? Le Waldorf Astoria? Bonsoir, je voudrais parler à monsieur Evans, Bill Evans. Pardon, comment? Ah, vous êtes sûr? Bon, tant pis, excusez-moi. C'est gagné. Pas le moindre Evans au Waldorf Astoria. Ce faucheton doit être en train de moisir dans une chambre à $10 à Brooklyn. Il est fauché comme moi, et comme moi, il veut l'argent de Terwilliger. Maintenant, direction l'appartement de Florian. Je ne sais même pas comment je vais le tuer, mais c'est pas grave, je trouverai sur place. Au premier étage de ce superbe immeuble, je m'approche de l'immense porte. Sur le marbre, près de la sonnette, le nom de Florian est gravé. Pas de doute, lui, il est vraiment riche. Je m'apprête à sonner, mais on dirait que la porte est ouverte. Je la pousse doucement et j'avance sur la pointe des pieds. Au fond du large couloir, une lumière est allumée. En passant, je vois un candélabre en bronze sur un petit guéridon. Je le dissimule sous mon imperméable. Ça fera une arme épatante. Je cognerai comme une brute et je fouillerai la pièce de fond en comble pour trouver quelques $. Comme ça, on croira que c'est un drogué qui a fait le coup. Arrivé au fond du couloir, je tire le candélabre de dessous mon imperméable. Je reprends mon souffle et... Oh non, c'est pas vrai. J'ai encore été doublé. Evans me regarde avec un sourire complice. Lorsque je suis entré dans la pièce, il était en train de renverser brutalement les tiroirs d'une commode. La pièce est sans dessus-dessous. Quant au malheureux Florian, il gît devant la cheminée, le crâne défoncé par un tisonnier. Evans s'approche de moi. Il me tend la main. Bravo, John. Je pensais pas que tu comprendrais. T'as eu la même idée que moi, mais évidemment, tu l'as eu un peu moins vite. Mais enfin, c'est quand même très bien. Merci, Evans, mais une question. Comment as-tu trouvé que j'étais l'autre assassin? Je t'ai suivi, mon vieux. Et j'ai vu l'hôtel minable dans lequel t'as échoué. Je hoche doucement la tête. Encore une fois, nous avons suivi le même raisonnement. Si ça continue, je vais briguer une chaire de mathématiques à l'université de Stanton. Décidément, l'honnêteté ne paie pas, soupire Evans. Ce pauvre Florian était le dernier type bien du club. Moi, j'ai déjà tué 3 personnes. Comment ça, 3? Bah oui.
reprend-il en comptant sur ses doigts. Wentworth, Endicott et aujourd'hui Florian. Alors, je le regarde en souriant. Il ne comprend pas pourquoi je souris. À lui de chercher pour une fois. Il plisse les paupières, essayant de comprendre. Soudain, il pointe du doigt le cadavre de Florian. Quoi, tu veux dire qu'Albert? Eh oui, Evans. Florian n'était pas plus honnête que nous. Je croyais qu'il restait un innocent dans notre club, mais je m'étais trompé. Il n'y avait plus que 3 assassins obsédés par la même idée fixe. L'argent de Terwilliger. Tiens, récapitulons. Tu as tué Wentworth, Endicott et aujourd'hui Florian. Moi, je me suis chargé de Carson, Hendricks et Scheller. Donc, notre bon Florian a supprimé Cambridge et Wagner. Comme ça, le compte est bon. Ouais, John. Enfin, le compte est presque bon. Il manque une dernière opération, une soustraction, pour être précis, car nous sommes encore 2, et ça fait 1 de trop pour l'héritage de Terwilliger. Nous échangeons un regard triste. Ça m'embêterait de te tuer, John, dit Evans. Moi aussi, prof. Moi aussi, ça m'embêterait. Nous sommes un peu de vieux complices maintenant. Evans plisse douloureusement le front pour se concentrer. De mon côté, je cherche aussi une solution à notre problème, à tout hasard. C'est alors qu'elle vient, l'idée de génie. Elle est tellement intelligente, cette idée, que j'ai l'impression de l'avoir un peu volée à Evans. Dis-moi, prof, tu as combien sur ton compte en banque? Bah, t'as vu mon relevé, John? J'ai 400 000 $, mais j'ai acheté une nouvelle maison pour faire plaisir à ma jeune épouse, et cette folie m'a coûté 600 000 $. Les traites vont commencer à tomber le mois prochain, et alors, je serai ruiné. Aucune importance, prof. On va pouvoir s'arranger. On va partager le magot de Terwilliger, et je te laisserai même la plus grosse part. Mais c'est impossible, John. Tu connais les règlements du club aussi bien que moi. Seul le dernier pourra hériter. Je sais, Evans, je sais. Mais justement, tu seras ce dernier. Moi, je vais me suicider. Je vais poser mon manteau sur la balustrade du pont de Washington et je laisserai une lettre d'adieu dans ma poche. Et tout le monde me croira au fond de l'Hudson. Tout le monde. Sauf toi. Et alors, nous partagerons secrètement l'héritage, s'écrie Evans. Non, prof. Je dois disparaître tout de suite. La police pourrait me retrouver et nous finirions tous les deux en prison pour escroquerie. Non, écoute-moi. Demain, tu vas aller vider ton compte et tu me remettras les 400 000 $ qui s'y trouvent. Ensuite, je mettrai les voiles et le million de Terwilliger sera pour toi. Evans réfléchit un instant. Il pèse le pour et le contre. Enfin, il me tend la main et dit simplement « Marché conclu ». Dès lors, il ne nous reste plus qu'à finir de mettre à sac l'appartement de Florian, tout en parlant gaiement des jours anciens. Quelques semaines ont passé. Sur cette petite plage mexicaine, je regarde rouler les vagues tout en buvant un martini glacé. C'est une occupation dont je ne me lasse pas. Notre plan s'est parfaitement déroulé et je suis venu ici avec les 400 000 $ d'Evans. C'est après mon départ que les choses se sont un peu gâtées. Pas pour moi, non, pas pour moi, mais pour ce pauvre Evans. Oh, il a bien hérité du million de Terwilliger. Malheureusement, le fisc lui a pratiquement tout pris. Il ne lui est resté que 200 000 $. Alors, bien évidemment, il n'a pas pu payer les traites de sa maison. Au fond de la prison où il croupit à cause de ses dettes, Evans doit me maudire. Mais il se trompe.
Pour une fois, lorsque je lui ai proposé notre petit arrangement, j'étais parfaitement honnête. J'avais tout simplement oublié que les morts, eux, ne paient pas de droit de succession.